Si aujourd'hui se pose la question des rapports entre santé et démocratie, c'est pour des raisons historiques. Et c'est pour une raison historique majeure qui est liée à une épidémie, qui est l'épidémie de sida. C'est là que ça a commencé, de manière fracassante, soudaine, brutale, violente. Soudain, il est apparu comme un scandale de considérer que les malades étaient ceux qui ne savaient pas et que les médecins étaient ceux qui savaient. Et ça s'est fait en quelques mois, quelques années, du fait de ce virus, du fait que la population atteinte de sida, une partie d'entre elles était très diplômée, avait les moyens d'accéder au savoir et a très rapidement concentré plus de savoir en ses mains que la population soignante. Et donc il y a eu un retournement qui s'est produit. Les malades du sida en savaient plus que ceux qui devaient les soigner. Et ça a produit une insurrection des malades dans le champ de la santé qui ont arraché la démocratie au monde soignant. Et la démocratie, on n'est pas venu l'amener aux malades. C'est les malades qui ont arraché ce pouvoir de savoir et ce pouvoir de décider. Parce que c'est allé très loin. D'abord, ils ont commencé par affirmer qu'ils savaient plus que les médecins. Et une fois qu'ils sont partis de ce constat, ils ont décidé de décider en santé. Et pas seulement pour eux-mêmes, comme individus, mais collectivement sur les directions de la recherche. Donc c'est vraiment de cette révolution démocratique du sida qu'il faut partir pour penser les rapports entre santé et démocratie. Voilà, le sujet de la démocratie et de la santé, ça nous parle parce qu'on est vraiment concerné au sein de notre ASBL dans la mesure où on se bat pour que les patients, les familles de patients et les associations de patients soient plus intégrés et considérés au niveau des acteurs de prise en charge et de gestion de la santé. Parce que c'est une pathologie qui est assez particulière, qui nécessite une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Et pour que le trajet de soins corresponde à la réalité de vie des patients sur le terrain, il est important d'impliquer les patients, leurs familles et les associations de patients. Parce qu'il y a des choses que nous avons constatées au quotidien qui sont beaucoup plus bénéfiques pour les patients que ce qui parfois est proposé par les professionnels de santé sur base de leur théorie et qui ne tient pas souvent compte de notre réalité et de la pratique. On ne s'en rend pas toujours compte, mais quand un patient formateur, par exemple, va former un futur professionnel de santé, c'est normalement la relation soignant-soigné de l'ensemble de la patientèle de ce dit professionnel qui change, parce que ça le rend plus à l'écoute, ça le rend plus conscient de ce que vivent ses patients. Et en tout cas, on espère sur le long terme un vrai changement de paradigme de soins et un paradigme de soins de plus en plus humaniste finalement. En 20 ans, j'ai eu l'occasion de bien voir changer les choses, que maintenant la participation des patients s'est instaurée, en tout cas installée. Beaucoup plus. On vient nous chercher alors que là, avant, on devait aller chercher les places. Là, ça s'est bien inversé. Et donc, effectivement, c'est un mouvement démocratique positif. Maintenant, ce qui demande une autre attention, c'est les conditions de participation. Voilà, c'est de pouvoir donner les conditions nécessaires aux patients pour pouvoir participer. Donc ça, c'est vraiment le prochain défi, finalement, c'est de ne pas se servir de cette participation comme un alibi, qui est un des risques, finalement, de la démocratie participative, c'est de justifier la participation juste par la présence. Et ça, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on veut dépasser, quoi. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du changement et du confort et de la sérénité pour les personnes qui participent, et donc reconnaître l'expertise de vécu au même niveau que l'expertise professionnelle, finalement. La participation, c'est un soi dans un nous. Donc, par essence, le soi, le fait d'être un sujet, un individu qui se développe dans un groupe, par essence, la participation nous invite, nous met dans des dispositions où en fait, elle vient mettre en jeu la démocratie. Parce qu'on peut être évidemment se livrer des activités participatives de type démocratique, on doit décider dans une institution type une ASBL, une maison médicale, un centre PMS ou même dans des hôpitaux. On peut à un moment donné décider ensemble d'une série de choix à mettre en œuvre pour la collectivité, pour les collègues, pour la hiérarchie, pour le public, ou que sais-je. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est de savoir qu'en fait, dans ces processus-là, la participation, elle vient
toujours finalement remettre une pièce, remettre en jeu et stimuler en fait l'exercice de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire de manière automatique et inévitable que participer c'est de la démocratie. Au contraire, comme la participation est un processus, la démocratie l'est tout autant et elle peut aussi être sujette à de la domination, à des jeux de pouvoir et aussi par moments de l'oppression, mais elle demeure tout de même un processus qui permet justement, donnant du pouvoir, donnant de la place aux personnes, en leur donnant la possibilité de s'exprimer, de décider, de rencontrer l'autre, de co-construire ensemble, elle peut être une opportunité pour justement, à un moment donné, devenir un peu un socle émancipateur pour des personnes qui en ont le plus besoin. Exploitons les moyens de chacun, mettons-les en commun et créons ainsi un nouveau paradigme, une autre manière de prendre soin de soi. Et quand je dis prendre soin de soi, c'est bien sûr la personne qui est confrontée à la maladie, mais c'est aussi ses proches, c'est aussi les soignants. Parce qu'on voit que dans le système actuel, les soignants connaissent du burn-out, quittent la profession, qu'il y a de moins en moins de soignants. C'est un cercle vicieux en quelque sorte. Et notre proposition, c'est de remplacer ce cercle vicieux par un cercle vertueux. Comment ? Eh bien, en identifiant beaucoup mieux les besoins des uns et des autres, des soignants, des soignés, et en apportant des réponses adéquates à ces besoins, de les apporter ensemble. Et ainsi, ça va permettre de diminuer le stress des uns et des autres, et ça va alors engendrer un cercle vertueux qui conduira à certainement plus d'efficacité avec moins de moyens, quoi. Qu'est-ce que j'aimais ce métier, quoi. Encore la dernière nuit, j'étais vraiment hyper fière des soins que j'avais fait aux patients. J'ai fait mon boulot jusqu'à la fin, comme il fallait, et voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et 4 mois que je suis en burn-out. Et je suis fière de le dire sans pleurer. Bon, déjà pour lutter avec les patients, il faut sensibiliser, déjà avoir une prise de conscience. Quand on n'est pas conscient de pourquoi on est malade, c'est difficile de pouvoir conscientiser des choses de notre monde, en fait, tout simplement. Par exemple, les maladies professionnelles. Le nombre de patients qu'on a qui sont malades à cause de leur travail, tout simplement, ils ne font pas forcément le lien tout de suite, mais quand ils viennent au cabinet, tu te rends compte en fait que, allez, le classique, c'est les titres-service. Elles viennent avec déjà 2 canals carpiens, avec tout ce qui va avec, les tendinites et compagnie, et en fait, elle dit oui, mais c'est normal, puisque à 50 ans, on est toutes comme ça. Mais non, en fait, non, on n'est pas tous comme ça, en fait. Dans ton secteur à toi, tu es comme ça parce que ton travail te rend malade. Et ça, je pense que c'est, d'un point de vue de la démocratie, c'est un des trucs qu'on fait aussi. On essaie de conscientiser au fait que les gens sont malades parce que c'est la société qui les rend malades, quoi. Chez nous, on appelle ça les déterminants de la santé. Bon, c'est pas qu'un médecine pour le peuple, hein, c'est global dans les premières lignes et surtout, on travaille beaucoup ça en maison médicale. C'est de vraiment montrer aux gens qu'il y a des déterminants de santé dans la société et que mon travail, c'est pas juste mettre un pansement, c'est aussi travailler sur ces différents déterminants. Bon, c'est pas toujours facile, quoi. Et je pense que ça contribue aussi à, je ne vais pas dire éclairer, mais à donner une clé de compréhension aussi aux patients pour mieux appréhender aussi leur environnement, tout simplement, et le monde dans lequel on est. Un autre aspect que je trouve aussi important à aborder, en lien avec la participation du public, notamment dans les institutions type, par exemple, maison médicale, on est quand même dans des organisations qui, dans leur modèle culturel, donnent beaucoup d'importance à développer une approche plurifactorielle de la santé, donc vraiment à même s'inscrire dans les logiques de santé communautaire, à ne pas considérer uniquement en tout cas le patient sous un prisme, le patient, l'usager, le citoyen sous un prisme purement biomédical, mais à bien prendre en compte une série de déterminants à ce niveau-là. Et la prise en compte ne se suffit pas à l'étape de diagnostic, elle se traduit aussi par des mises en œuvre concrètes d'actions qui ont pour but d'agir sur ces déterminants en question. Donc c'est pas anodin, par exemple, un de mes terrains de recherche, c'est une maison médicale. Parmi toute la panoplie d'activités participatives que vous pouvez développer, ça pouvait être de l'activité yoga, ça pouvait être le fait de soutenir une sorte de café papote qui avait lieu toutes les semaines et qui avait pour but de créer de la cohésion sociale. Donc quand vous créez de la cohésion sociale, vous luttez contre de l'isolement relationnel, vous luttez contre des décrochages sociaux et vous permettez aussi d'augmenter le sentiment d'appartenance, l'attachement auprès d'individus, ce qui est en fait un vrai pouvoir au niveau de la détresse psychique pour la contrecarrer en tout cas. Mais même d'autres activités qui étaient
plus orientés sur de la gymnastique douce ou encore sur de la concertation de quartier, où là, le but, encore une fois, c'est de pouvoir réfléchir ensemble à comment agir sur une série de déterminants qui touchent au social, comme le logement, comme la vie de quartier, et qui permettent à un moment donné, finalement, de pouvoir se réapproprier un pouvoir de citoyen pour pouvoir mener une vie digne, une vie qui se veut en tout cas la plus harmonieuse d'un point de vue social, psychique et physiologique. J'espère que les politiques vont faire que les aliments soient le moins chers, qu'ils trouvent des accords pour les agriculteurs, parce que les prix des légumes augmentent de plus en plus. Et alors, si on veut être en bonne santé, qu'on puisse manger équilibré et aussi pouvoir prendre des médicaments qu'on doit prendre tous les jours. Alors, les déterminants sociaux, c'est quoi ? C'est l'environnement dans lequel on vit, c'est le niveau d'études, c'est le logement, s'il est insalubre, c'est les conditions de travail, le fait d'avoir un travail ou pas, le revenu, l'alimentation, la santé, l'art, avoir un but dans la vie, c'est important d'avoir un but dans la vie. Et le fait de vivre dans une société égalitaire ou inégalitaire, etc., etc., etc. Tous ces éléments sont beaucoup plus importants pour la santé d'une population que les soins eux-mêmes. Ce qu'on propose avec la Coalition Santé, notamment ici avec la campagne Vivre Mieux, c'est qu'on défend un système de santé qui soit solidaire, qui soit collectif et qui permette que tout le monde puisse vivre mieux. D'où le nom de la campagne. Et là, on s'attaque à deux parties distinctes. D'un côté, la promotion de la santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des réglementations pour assurer une meilleure alimentation pour chacun et chacune ? Est-ce que tout le monde n'a pas droit à une alimentation de qualité ? La question se pose quand il y a 600 000 personnes qui dépendent des colis alimentaires. Aussi sur les questions de logement, avec des maxi-propriétaires qui font des bénéfices qui sont gigantesques, alors qu'il y a des gens qui vivent dans des logements qui sont complètement insalubres, qu'il y a 2000 personnes qui vivent dans la rue à Bruxelles. C'est des questions qui se posent, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie qui s'intéresse vraiment au système de santé. Et de nouveau, la question ici, c'est comment est-ce qu'on le rend collectif ? Est-ce qu'on s'assure que les mécanismes qui sont mis en place permettent vraiment l'accessibilité maximale et la santé pour toutes et tous ? Pour une société inclusive, il faut que chacun ait droit à s'exprimer, à communiquer. Et pour ce faire, inévitablement, les soins paramédicaux et notamment l'accès aux soins en logopédie ne doivent même pas faire l'objet d'une discussion. Chaque enfant, chaque adulte, chaque personne doit y avoir droit. Je veux insister sur le fait que les personnes avec un handicap mental sont souvent oubliées. On a longtemps cru qu'une fois passé 12 ans, l'âge scolaire, que les personnes qui n'ont pas accès à l'écriture, à la lecture, qu'il était bon de laisser tomber, que l'apprentissage ne viendrait jamais. On sait aujourd'hui par des professionnels renommés et expérimentés que c'est faux. La maturité vient plus tard et que plein de choses peuvent se mettre en place bien au-delà de l'âge habituel. Et si on veut une société inclusive, il faut aussi mettre tout en place au niveau des soins de santé. Et donc là, en l'occurrence, je m'adresse plutôt à tous les soins paramédicaux tels que la logopédie. Ça doit être une priorité pour que chaque personne puisse avoir une part à part entière dans la société de demain. Il était une fois des espaces publics gris, inhospitaliers, pollués, bruyants, uniformisés, inégalitaires. Aujourd'hui, les oiseaux chantent, les gens se rencontrent, se parlent. Les fleurs, les couleurs, l'art illuminent nos espaces. Les écoles devaient pour la première fois suivre un programme prenant en compte tous les vivants. Ce fut la fin d'un enseignement centré uniquement sur le bien-être humain. Ensuite, nous avons modifié les mentalités grâce à des mesures éducatives telles que l'ouverture aux autres disciplines, des cours de citoyenneté et de sensibilisation aux réseaux sociaux. Quand je vois la multitude de vélos et de bus au milieu de la route, quand je regarde par la fenêtre, je me dis qu'on en a fait du chemin. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue locale et durable. Nous sommes fiers de dire que l'environnement et la santé se portent mieux.